présence tout au long de cet après-midi pour ces 3 tables rondes que personnellement j'ai trouvé absolument fascinantes. Donc là, on rentre dans la dernière partie de cet après-midi, de cette conférence inaugurale des rencontres. Donc d'abord, j'aurai le plaisir de vous parler des recherches que je fais moi personnellement dans le cadre de cette chaire. Et ensuite, nous aurons un échange entre Thierry Coulon de l'Institut Polytechnique de Paris et d'Olivier Girard d'Accenture, qui est mécène de cette chaire. Et donc le thème de cette présentation que je vais vous faire maintenant et de la discussion qui s'en suivra, c'est la fameuse question des ruptures. Voilà. Et donc, c'est vrai que finalement, des ruptures, on en parle tout le temps. Alors évidemment, il n'y a pas que des ruptures technologiques. On voit bien ces derniers temps qu'on a des ruptures de diverses natures, environnementales, climatiques, voire si on pense au cas du Covid, on a des ruptures dans le domaine de la santé. Et là, effectivement, l'idée, c'était plutôt de reparler pour l'instant de ruptures technologiques. Enfin, ces ruptures technologiques, finalement, qui occupent nos vies, puisque des ruptures technologiques, on nous en parle à longueur de journée, sur différents sujets, avec des ruptures, finalement, qui nous sont promises de manière extrêmement régulière, mais qui ne se manifestent pas forcément tout le temps. Donc, finalement, si on regarde ce qui s'est passé depuis 25 ans, on se rend compte que depuis tous les 1 à 2 ans, on nous promet une nouvelle rupture technologique. Et donc du coup, en fait, on passe énormément de temps et d'argent à trouver les cas d'usage de cette technologie, et on passe aussi énormément d'argent en fait pour faire les fameux POC, des POC en fait qui soit carrément ne marchent pas, ou dans le cas où ils marchent finalement permettent pas d'être appliqués à grande échelle. Et au final, ce qu'on se rend compte, c'est que dans tous les noms de technologies que vous avez vu précédemment défiler derrière moi, en fait, la plupart de ces ruptures, finalement, qui étaient des ruptures annoncées, n'en étaient pas. Mais, parmi ces ruptures, certaines, et je pense que c'est clairement le cas de l'IA, reviennent quelques décennies plus tard, alors qu'on n'attendait plus une rupture, avec cette fois-ci une rupture. Donc, ce que tout ça nous dit, c'est que finalement, on a l'impression qu'il est impossible de prédire les ruptures. Je pense que c'est assez clair. On nous en annonce tout le temps. Celles qu'on pense être des ruptures ne se produisent pas, et celles qu'on attendait plus se produisent. Et la raison pour laquelle on n'est pas en mesure, a priori, de prédire ces ruptures, c'est parce que la rupture, c'est quelque chose qui est incertain. Ce n'est pas du niveau du risque, c'est incertain. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de calculer une probabilité de rupture. Et donc, finalement, si on veut être capable d'anticiper ces ruptures, le vrai challenge, c'est d'être capable de trouver de la certitude dans l'incertitude. C'est-à-dire que si on regarde en fait toutes ces technologies finalement qui ont conduit à une rupture, est-ce que finalement, alors elles étaient toutes incertaines, j'aurais pas plus que vous été capable de vous dire laquelle aurait créé véritablement une rupture, mais est-ce qu'on n'est pas capable de trouver dans cet incertain finalement des choses qui sont certaines et qui ont tendance à se produire systématiquement? Donc qu'est-ce qui est certain? En fait, pas grand-chose. Si on regarde ce qui s'est passé avec l'IA, on a l'impression que c'est quelque chose de complètement différent de ce qui avait pu se passer avec le web ou avec les médias sociaux. Enfin, on est véritablement dans des technologies qui sont assez différentes. Donc en fait, rien n'est certain, sauf finalement une chose, c'est-à-dire que toutes ces ruptures, finalement, ont trait à des technologies numériques. Et ça, quoi qu'il se passe, on est à peu près sûr que ces fameuses technologies numériques seront toujours là. Donc ces technologies numériques, la difficulté, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, elles nous laissent quand même généralement extrêmement perplexes. On en a plein, on en a de plus en plus autour de nous, mais finalement, à chaque fois, on se pose toujours la question, dès qu'une nouvelle technologie numérique apparaît, la question c'est mais qu'est-ce que ces technologies numériques vont changer finalement ? Donc, comme je le disais, on passe son temps à trouver des use cases qui finalement ne seront que des niches, voire des use cases qui n'existent pas. Et c'est extrêmement difficile de trouver, de comprendre l'impact de ces technologies numériques, principalement parce que toutes ces technologies numériques font quelque chose de différent. L'IA ne fait pas la même chose qu'une imprimante 3D, qui ne fait pas la même chose que la 5G, etc., etc. Donc est-ce qu'on est capable finalement de trouver un élément commun
qu'apporteraient toutes ces technologies numériques, quelles qu'elles soient? Eh bien, ça semble impossible, mais en fait, la réponse, c'est effectivement on peut, parce que, in fine, ces technologies numériques, quelles qu'elles soient, ne changent fondamentalement qu'une seule chose, et toujours la même chose. Ces technologies numériques, quelles qu'elles soient, nous font passer d'un monde tel qu'il existait depuis la révolution industrielle, dans lequel un seul type d'organisation possédait les moyens de production, les entreprises, à un monde où technologie numérique après technologie numérique, tout un chacun, s'il le souhaite, est capable de faire ce qu'auparavant seules les entreprises étaient en mesure de faire, c'est-à-dire concevoir, créer, innover, fabriquer, distribuer, communiquer, etc., etc. Et vous pouvez prendre n'importe laquelle de ces technologies numériques, celles qui ont été adoptées nous font passer du monde de gauche au monde de droite. Non, ça fait quelques années que je monte cette planche et jusqu'à peu près, il y a 2-3 ans, au moins 2-3 d'entre vous auraient levé la main. Et ils m'auraient dit, mais en fait, ton truc, ça marche pas. Hein. Ça marche pas, le web, je vois bien, les médias sociaux, ça marche, je vois bien, mais ton truc, ça marche pas parce que l'IA, il n'y a que les entreprises qui utilisent l'IA, n'est-ce pas? Ah non, hein. Bah oui. Et effectivement, l'impact le plus fondamental de l'IA générative, au-delà des use cases absolument délirants que les entreprises ont en tête, c'est fondamentalement que l'IA générative permet à tout un chacun de faire ce qu'auparavant seules les entreprises ou les professionnels étaient en mesure de faire. Tout le monde peut être codeur, tout le monde peut être avocat, tout le monde peut être, je sais pas moi, consultant, etc., etc. Et ce changement absolument fondamental conduit à 2 tendances de fond qui ont existé depuis 20 ans et qu'il faut absolument avoir en tête si on veut être en mesure de prédire ces fameuses ruptures. La première de ces tendances, c'est ce qu'on appelle la prosommation. Donc qu'est-ce que la prosommation? La prosommation, c'est une situation dans laquelle un consommateur, qui habituellement est passif, hein, en tant que consommateur, vous allez localement, dans un magasin, acheter un produit qui a été designé pour vous, qui a été innové pour vous, fabriqué pour vous, distribué pour vous, pour lequel la communication a été faite pour vous. Et bien, quand vous êtes un prosommateur, en fait, vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes impliqué, soit au niveau de la conception, soit au niveau de la fabrication, soit au niveau de la distribution. Alors avant l'arrivée des technologies numériques, on n'a pas d'exemple ou presque de prosommation. Enfin, si vous avez votre propre tailleur, vous êtes impliqué dans la conception parce que vous pouvez dire comment vous aimez vos cols de chemise. Si vous êtes client Ikea, eh bien évidemment vous êtes un prosommateur parce que vous fabriquez le meuble en partie vous-même. Et si jamais vous avez acheté votre porcelaine en magasin d'usine à Limoges ou votre vin en propriété plutôt que chez Nicolas, à ce moment-là vous êtes un prosommateur parce que vous participez à la distribution du produit. Mais c'est tout. Et puis, quelque chose se passe au début des années 2000, d'abord dans les industries de contenu. Qu'est-ce qui se passe? Le piratage. Vous vous rappelez Napster, Casa, BitTorrent, tous ces trucs-là que vous n'avez évidemment jamais utilisés, n'est-ce pas? Eh bien, c'est quoi le piratage? Le piratage, c'est de la prosommation. Ce sont des individus qui s'emparent des technologies de musique numérique, des technologies de réseau numérique, de manière à faire le travail des maisons de disques, de la Fnac et de Virgin Megastore. Mais ce qu'on voit rapidement, c'est que les gens ne se contentent pas de copier, ils créent. Ils créent des musiques, ils créent des vidéos, ils créent des programmes radio, ça s'appelle le podcasting. Ils créent des encyclopédies collaboratives et ça disrupte massivement tout un tas d'entreprises traditionnelles qui soudainement disparaissent. Des titres de presse centenaires disparaissent, des encyclopédies centenaires disparaissent. Et ça, cette rupture qui a d'abord lieu dans le contenu, due à la prosommation, ensuite s'étend dans les années 2010 dans le domaine des services. C'est quoi? C'est la fameuse sharing economy. Vous vous rappelez de cette économie collaborative? C'était très à la mode il y a 10 ans, ce nouveau monde dans lequel on n'a pas besoin d'acheter une perceuse parce qu'un voisin va vous en prêter une, dans lequel vous n'avez pas besoin d'avoir un appartement au bord de mer parce que quelqu'un va vous prêter un canapé, et vous n'avez même pas besoin d'avoir une voiture parce que quelqu'un va vous prêter sa voiture, voire encore plus généreusement, va vous conduire là exactement où vous voulez aller. Sauf que ce qu'on a vu rapidement, c'est que les gens partageaient, mais ils partageaient contre rémunération. Et ça, partager contre rémunération, on a un nom pour ça, ça s'appelle de la location. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de neuf dans le fait de louer une perceuse,
dans le fait de louer un appartement ou dans le fait de louer une voiture ou de payer quelqu'un pour vous conduire là où vous voulez aller? Évidemment non. Donc qu'est-ce qu'il y avait de neuf dans la sharing economy? Ben, ce n'était pas ce qu'on y faisait, c'était qui le faisait. Parce que qui faisait qui loue tout, l'hôtel ou le taxi? Eh bien, des individus, des consommateurs. Et ça a massivement disrupté les industries de contenu et tout un tas d'entreprises ont disparu et ça, on a appelé ça l'ubérisation. Contenu, service, produit, ben, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Hein. On a à l'heure actuelle tout un tas d'entreprises établies qui vendent des produits physiques qui disparaissent. Alors dans le domaine de la mode, en France, on a entendu parler de Koukaï, Camaïeu, plus récemment de Jennifer. Alors on a tendance à mettre Shein en avant, mais ce n'est pas vraiment ça le problème. Le vrai problème, c'est Vinted. La chute de GoSport, c'est Le Bon Coin. Et donc c'est quoi Vinted, Le Bon Coin? Eh bien, c'est de la prosommation. Ce sont des individus qui s'emparent des technologies numériques et d'objets existants. Alors du point de vue développement durable, c'est génial, hein, parce qu'on n'a pas besoin de produire plus. On peut réutiliser ce qui existe déjà. Ce sont des individus qui, effectivement, des consommateurs qui s'emparent, grâce aux technologies numériques, de produits existants et qui vont rentrer en concurrence avec les entreprises établies. Alors parfois, ces consommateurs créent même des nouveaux produits. Vous avez sans doute entendu parler du dropshipping, qui fait que n'importe qui est capable de commander n'importe quel type d'objet selon ses goûts, ses désirs en Asie, vendre cet objet sur Amazon Marketplace sans avoir à investir quoi que ce soit. Eh bien, le dropshipping, c'est aussi de la prosommation. Donc on n'a pas de nom pour ça, mais c'est en train déjà massivement de disrupter des industries d'objets physiques. Et puis bien évidemment, un des derniers domaines dans lequel il y a de la prosommation, c'est le domaine de l'énergie. Vous avez une pompe à chaleur, vous avez des panneaux solaires, et bien évidemment, vous êtes des prosommateurs. Donc on peut voir ici que clairement, on a une première tendance de prosumérisation qui, secteur après secteur, permet à des individus, à des consommateurs de rentrer en concurrence avec des entreprises établies. Et évidemment, l'IA générative ne fait qu'accélérer ce phénomène. Et ça nous montre véritablement la puissance, le pouvoir de ces prosommateurs, et comprendre le pouvoir de ces prosommateurs nous permet de répondre à cette question qui empêche beaucoup de monde de dormir. Quand est-ce que ces fameuses révolutions numériques ont lieu? Puisque finalement, comme on l'a dit, on nous en promet une à peu près tous les 2 ans, et on semble dans l'incapacité totale de les prédire. Et pourtant, ça fait plus de 25 ans que c'est toujours la même histoire. C'est quoi l'histoire? Eh bien, l'histoire, c'est une technologie apparaît, et qui s'en empare d'abord? Les entreprises. Et qu'est-ce que les entreprises font avec cette nouvelle technologie? Eh bien, elles font la même chose. Elles font la même chose. Quand le web apparaît, les entreprises s'emparent du web. Et qu'est-ce qu'elles font avec le web? Eh bien, elles prennent leur catalogue papier, elles les mettent en ligne, ça s'appelle un site web. Elles prennent leur bon de commande papier, elles les mettent en ligne, ça s'appelle du e-commerce. Elles prennent leur courrier papier, elles les mettent en ligne, ça s'appelle de l'email. C'est la même chose. C'est sympa, mais ça ne change pas le modèle. Quand quelques années après, les individus s'emparent des technologies web, ils changent tout. Ils créent les encyclopédies collaboratives, les médias sociaux, ils vont créer tout un tas de choses, la sharing economy, ils vont complètement réinventer le modèle. Eh bien en fait, ça fait 25 ans que c'est la même histoire, toujours la même histoire. L'industrie du disque s'empare des technologies numériques, qu'est-ce qu'ils font? Ben, la même chose. On prend un album vinyle analogique, on fait un album numérique. On prend un single analogique, on fait un single numérique. C'est la même chose. En revanche, quand les individus, quelques années après, s'emparent de ces mêmes technologies, eh bien, ils font SoundCloud, ils font Napster, ils font la musique sur YouTube, et en fait, ils repensent complètement le modèle, et in fine, ça crée le streaming. Donc, je pourrais littéralement passer le reste de la journée à vous donner des exemples. En fait, c'est finalement toujours la même chose. On est dans une situation où quand une technologie apparaît, les entreprises s'en emparent et ne font que refaire l'existant. Et quelques années après, quand les individus s'emparent de ces mêmes technologies, souvent dans une version moins bonne d'ailleurs, en fait, eux changent complètement le modèle. Donc autrement dit, quand les entreprises s'emparent des technologies, ça n'est qu'une évolution. Pour qu'il y ait révolution, il faut que la masse s'empare de ces technologies.
Donc ça, c'est plutôt pas mal en fait, parce que dans notre feuille de route de dire on va prédire la rupture, ça veut dire qu'on peut du coup réexaminer des ruptures annoncées qui ne se sont pas produites. Bon. Par exemple, la blockchain, qui devait disrupter tout. Mais la blockchain en entreprise, ça sert honnêtement pas à grand-chose. En fait, la blockchain, ça sert quand vous n'avez pas d'intermédiaire de confiance. Si en tant qu'entreprise, vous n'êtes pas un intermédiaire de confiance, je peux vous assurer que vous avez d'autres problèmes que la blockchain. En revanche, pour des individus qui ne se connaissent pas et qui veulent échanger des objets à l'autre bout du monde, de l'argent, ça a donné le Bitcoin, et ça, c'est une vraie logique. Autre rupture qu'on nous avait promis, les NFT, qui devaient permettre aux entreprises de vendre tout un tas de nouvelles choses, en fait, on n'en a pas besoin quand on est une entreprise. On n'a pas besoin de NFT pour signer des diplômes, des sacs Gucci, etc., etc. En revanche, pour des individus, ça pourrait servir. Alors, autre test, autre sujet, une technologie sur laquelle les entreprises ont dépensé énormément d'argent et malheureusement de ressources environnementales là-dessus. La dernière révolution qu'on nous avait promise, c'était le métaverse, évidemment. Donc, pouvait-on prédire que le métaverse ne serait pas une révolution? Ben oui, avec un casque à 4 000 €. Ça ne peut pas être une révolution. Par définition, dans le meilleur des cas, c'est une évolution. Et ça nous indique quelque chose de fondamentalement important. C'est qu'en fait, une révolution, une rupture, n'est jamais high-tech. Absolument jamais high-tech. Le high-tech ne crée que des niches, alors qu'ils peuvent être rentables, mais ça n'est que des niches. La révolution se fait avec des technologies qui sont sur étagère, qui sont suffisamment mûres pour être largement adoptées. Et qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'IA? Vous le savez sans doute que technologiquement, il n'y a rien de neuf dans ce que OpenAI a fait avec ChatGPT. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, il s'est passé que l'IA, c'était dans les mains de grandes entreprises comme Apple, comme Amazon, comme Google. Et qu'est-ce que ces grandes entreprises faisaient de l'IA? Elles faisaient? Merci. La même chose. Oui, c'est quoi Siri? C'est quoi Alexa? C'est la même chose, c'est un assistant. Ça, on a déjà des assistants. Sauf que ces assistants humains, ils marchent quand même beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a une start-up qui avait des algorithmes qui étaient moins bons que ses acteurs, qui, pressurisé par des investisseurs, a décidé de faire un coup de bluff, a pris non pas la dernière version de son modèle, mais la version antérieure, donc moins bonne, et a pris cette version moins bonne et l'a mis en open bar sur Internet. Et c'est ça qui a fait que l'IA, qui jusqu'à présent était une évolution, est devenue une révolution. Donc voilà, donc on voit bien finalement qu'il est en train de se passer quelque chose que pour pouvoir avoir une rupture, à minima, il nous faut une large adoption de ces technologies. Et donc on se rend compte que, en fait, on peut commencer à prédire les fameuses ruptures. C'est-à-dire que par définition, si vous êtes dans le cas de gauche, les entreprises utilisent la technologie seules, en fait, vous ne pouvez pas avoir de rupture. La rupture vient de l'utilisation de masse. Évidemment, l'ironie de la chose, c'est qu'à l'heure actuelle, si vous regardez 99% des cas d'usage de l'IA, ce sont des cas d'usage qui sont ici. Donc, c'est de la niche, et donc c'est de l'évolution. Les vrais cas d'usage de l'IA, c'est tous les trucs qui ont l'air d'être complètement débiles, utiliser ChatGPT comme ami, comme psychologue, comme cuisinier, etc., etc., et qui sont véritablement en train de changer les choses. Alors ça, du coup, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça, parce que j'ai une formation d'économiste à la base, et quand même, quand on est économiste, on sait que le moteur de l'innovation, ce sont les entreprises. C'est ce qu'on nous a toujours appris. D'accord ? Et donc là, on est dans une situation où, en fait, quand les entreprises innovent technologiquement, ça n'est qu'une évolution, et la révolution, la vraie innovation, elle est faite par la foule. Et ça, c'est un changement qui est absolument fondamental. D'ailleurs, en fait, si vous avez étudié l'économie, ça va à l'encontre du paradigme dominant d'innovation de Schumpeter. Et donc ça, c'est révélateur d'un changement beaucoup plus profond, qui est celle, en fait, de l'émergence d'un nouveau régime économique.
Donc ça, l'émergence de ce nouveau régime économique, c'est pas nouveau en fait, c'est quelque chose qui avait été envisagé par quelqu'un qui s'appelle Alvin Toffler, qui avait écrit à la fin des années 70 un livre qui s'appelait La troisième vague, The Third Wave, qui avait eu un gros succès dans les années 80 avant de tomber dans l'oubli. Et donc, qu'est-ce que Toffler voit, lui, à cette époque, qui le motive? En fait, c'est l'arrivée d'un objet qui est entièrement ordinaire pour nous, l'ordinateur personnel. Alors, pour nous, un ordinateur personnel, c'est terriblement commun, on en a même maintenant dans nos poches, mais à l'époque, c'est de la science-fiction, en fait. Parler d'ordinateur personnel à l'époque de Toffler, c'est comme de parler de centrale nucléaire personnelle de nos jours. Parce qu'un ordinateur, quand Toffler écrit son livre, ça fait la taille de cette pièce. Un ordinateur, ça coûte des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Et l'ordinateur, dans les années 70, c'est devenu le symbole de la puissance et de la compétitivité des entreprises. Seules les entreprises, et même les plus grosses entreprises, ont un ordinateur. Et quand je dis un ordinateur, c'est littéralement un ordinateur. Procter & Gamble, Unilever, etc. ont un ordinateur. Donc, l'idée que tout le monde puisse avoir à disposition cet outil de production, cette source de compétitivité, fait que Toffler se dit, mais en fait, les gens ne vont plus être passifs, ils vont faire le travail, ou en tout cas une partie du travail que les entreprises faisaient. Et c'est lui d'ailleurs qui crée le terme de prosommateur. Il voit bien que des individus armés d'un PC vont faire une partie des choses qu'auparavant seules les entreprises étaient en mesure de faire. Et donc Toffler, qui est futurologue et sociologue, fait une il se rend compte de la magnitude du changement et du coup se pose la question de savoir si l'humanité a connu des changements de cette magnitude précédemment. On trouve deux. Le premier, c'est la révolution néolithique qui nous fait passer d'une société nomade de chasseurs-cueilleurs vers une société agricole. C'est la première vague. Ensuite, la révolution industrielle, qui, elle, avec le passage de la production manuelle à la mécanisation, change fondamentalement les choses et donne naissance à un nouveau type d'organisation humaine qui n'existe pas avant la révolution industrielle, les entreprises, qui sont une organisation qui possède les moyens de production et qui, du coup, dans cette ère industrielle, ont le pouvoir. D'accord ? Et Toffler se dit, mais en fait, grâce au PC, les individus vont être prosommateurs et grâce à ces PC, ils vont produire de l'information. Et l'information, c'est le pouvoir. Sauf qu'en plus, Toffler, à l'époque, voit, alors pas l'Internet, ça n'existe pas, c'est DARPANET à l'époque, il voit le Telex, et il se dit, mais en fait, ces gens, ils ne vont pas simplement produire de l'information seuls, ils vont le produire ensemble. Et donc, Toffler voit un monde dans lequel ce ne sont plus les entreprises, mais les communautés qui ont le pouvoir. Alors, ça ne veut pas dire que les entreprises n'existent plus, hein. Les villages existent toujours. Mais simplement, les entreprises deviennent des simples exécutantes, finalement, parce qu'elles n'ont pas toute l'information que les communautés peuvent avoir. Donc, quand on voit la société de l'information, le poids des communautés, le fait qu'on est tous devenus des prosommateurs, je trouve ça hyper impressionnant pour quelque chose qui a été écrit il y a 45 ans. Et donc, ça, on voit bien que cette prosommation, c'est un facteur absolument clé dans le fait de comprendre ces ruptures. Mais j'ai parlé de deux phénomènes. Et parallèlement à ce premier phénomène, il y en a un deuxième qu'on a pu observer depuis 25 ans, c'est la plateformisation. Et donc, à mesure que les prosommateurs arrivaient dans le domaine des contenus, dans le domaine des médias, dans le domaine des services et des produits, on a vu un nouveau type d'acteurs émerger qui nous a à la base laissé mais complètement pantois. Donc ce truc-là, c'est quelque chose qui date de 2015, qui avait fait à l'époque le tour des médias sociaux, vous l'avez certainement vu. C'est en fait une citation d'un blogueur, Tom Goodwin, qui nous disait à l'époque Uber est la première entreprise de taxi mais ne possède pas de taxi. Facebook est le premier fournisseur de contenu mais ne crée pas de contenu. Alibaba à l'époque était le plus gros revendeur en ligne mais contrairement à un Carrefour ou autre ne possédait pas d'inventaire. Et Airbnb, qui était le premier fournisseur de logement, ne possédait probablement même pas un canapé. Et il nous disait en fait quelque chose d'intéressant est en train de se produire.
Alors, de nos jours, on dirait plutôt que quelque chose d'effrayant est en train de se produire. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'arrivée de ces plateformes n'est pas un hasard, mais véritablement une nécessité, à cause de quelque chose qu'on appelle en économie les coûts de transaction. Donc les coûts de transaction, en fait, qui n'ont rien à voir avec les frais de transaction, c'est le temps ou l'argent que vous devez passer avant d'acheter ou avant de vendre. Donc avant d'acheter quelque chose, il faut savoir ce qui existe, les caractéristiques, les prix, ça prend du temps ou de l'argent. D'accord ? Une fois que vous savez ce qui existe à quel prix, il faut négocier, ça prend du temps ou de l'argent, il faut décider, si vous vous épluchez des réponses aux appels d'offres, vous savez que ça prend du temps ou de l'argent. Il faut contractualiser, ça prend du temps ou de l'argent. Et puis une fois que le contrat est signé, il faut vérifier qu'il est bien respecté, ça prend du temps ou de l'argent. Et si jamais il n'est pas respecté, il faut aller au tribunal. Et ça prend du temps et de l'argent. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas traditionnellement de coûts de transaction ? Mais parce que dans cette ère industrielle que nous a décrite Toffler, vous prenez n'importe quel secteur, vous avez 3 entreprises. Vous avez 3 fabricants de confitures, 3 fabricants d'ordinateurs, vous avez 3 fabricants automobiles, etc., etc. Les marchés sont hyper concentrés. Et du coup, la recherche va vite. Il n'y a pas beaucoup de choix. Puis toutes les boîtes font du benchmarking. Donc c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Vous n'avez pas de pouvoir de négociation. La décision va vite. Les contrats sont déjà faits. Et en général, vous n'avez pas besoin de vérifier que le contrat est respecté. Parce que ces entreprises ont tout à perdre si ça se passe mal. Donc si votre réseau se casse la figure et ne marche plus, si vos avions tombent du ciel, si jamais les gens sont empoisonnés avec vos surgelés, par définition, vous avez quelque chose à perdre. Et du coup, tout se passe bien. Maintenant, imaginez une ère de prosommation sans plateforme. Donc imaginez Airbnb sans Airbnb. Donc imaginez, je ne sais pas, vous voulez passer un week-end à Rome. J'ai vérifié il y a quelques semaines, à l'heure actuelle, sur Airbnb à Rome, il y a plus de 120 000 listings. Sauf que là, vous n'avez pas d'Airbnb. Donc vous avez 120 000 sites web indépendants. Vous imaginez le temps ou l'argent que ça va vous prendre pour pouvoir les identifier tous sur Google? Et puis évidemment, tous ces sites web sont différents. Ils ne sont pas organisés pareil, par définition. Vous imaginez le temps que ça va vous prendre? Il va falloir négocier individuellement avec ces 120 000 consommateurs. Et après, il va falloir discuter des termes du contrat. Vous allez vous retrouver avec des offres qui sont complètement incomparables, avec des termes et conditions qui sont complètement incomparables. Et une fois que vous avez signé et que vous arrivez à Rome et que vous trouvez porte close, vous faites quoi? Vous pleurez. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous pouvez faire un procès à Novotel. Vous n'allez pas faire un procès à un consommateur romain. Donc ça nous montre que sans plateforme, la prosommation est un véritable cauchemar. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu de la prosommation avant l'arrivée des plateformes. Il y a eu du Airbnb avant le Airbnb, il y a eu du Facebook avant du Facebook, il y a eu du Wikipédia avant Wikipédia, etc. Mais ça n'est que quand les plateformes émergent, en fait, que la prosommation prend son essor, parce que ces plateformes, en fait, elles absorbent ces fameux coûts de transaction. Et ça leur donne en échange quelque chose qu'on appelle le capital social. Alors, rien à voir avec la notion comptable d'entreprise. Le capital social, c'est tout ce qui est confiance affective ou cognitive, réseaux sociaux, liens sociaux, normes partagées, valeurs partagées, coopération et réciprocité. En fait, en réduisant ces coûts de transaction, ces plateformes, elles permettent à des individus de former des communautés, où en fait, elles absorbent des communautés, ce qui fait que les gens vont coopérer, collaborer. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous laissez un avis sur Amazon après avoir acheté un produit? C'est pas pour Jeff Bezos, évidemment, c'est pas parce que vous êtes rémunéré, mais parce que vous voulez aider les gens comme vous. Et ça indique effectivement du capital social. Et ce capital social, il est très particulier parce qu'il est source d'externalité. Plus vous avez du capital social, plus vous allez attirer des gens et plus ça va créer en fait du capital social. Et surtout, le truc, c'est que vraiment, ces externalités font qu'on ne veut qu'une plateforme. Si vous partez en week-end à Rome, vous ne voulez pas 5 Airbnb, vous en voulez un. Déjà à l'époque, entre Booking qui faisait les hôtels et Airbnb qui faisait les prosommateurs, c'était compliqué. Mais en plus, là, avec du coup Booking qui fait les hôtels et les prosommateurs et Airbnb qui fait les prosommateurs et les hôtels, on voit bien qu'on y passe plus de temps.
Et du coup, ces technologies numériques conduisent à ces deux tendances de consommation et de plateformisation. Et ça, comme je le disais, c'est révélateur de l'arrivée d'un nouveau régime économique. Alors ça, on en a déjà parlé. Et effectivement, Toffler avait identifié cette première tendance, la prosommation. Mais quand on regarde ce que Toffler a prédit, on voit qu'on a un petit problème. Bah oui, elles sont où les plateformes? Bah, les plateformes, elles sont là. Les communautés font le travail, mais ce n'est pas elles qui ont le pouvoir. Tout comme dans l'ère industrielle, les ouvriers font le travail, mais ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Dans l'ère agricole, les fermiers font le travail, mais n'ont pas le pouvoir. Qui a le pouvoir à l'heure actuelle? Bien évidemment, les plateformes. Dans l'ère industrielle, qui est-ce qu'on régule? Ben, les entreprises. De nos jours, qui est-ce qu'on régule? Bien, les plateformes. Qu'est-ce que l'Union européenne essaie de réguler depuis 10 ans? Bien, les plateformes. Alors, d'où vient le pouvoir des plateformes? Ben, pour pouvoir comprendre ce pouvoir, il va falloir qu'on corrige quelque chose d'autre au niveau de la ressource clé. Donc, si on regarde la ressource clé, la Terre, c'est rare. Je pense qu'on est d'accord. Les ressources non renouvelables, c'est rare aussi. Je pense qu'on est OK. L'information, c'est rare. Bah non, l'information, c'est tout sauf rare. Vous savez très bien qu'on vit dans l'ère post-vérité. L'information est tellement abondante qu'elle n'a plus aucune valeur. Ce qui a vraiment de la valeur, ce n'est pas l'information, c'est qui donne l'information. Et pourquoi vous croyez ce qui plutôt qu'un autre? Parce que ce qui, c'est une personne ou une organisation dans laquelle vous avez confiance, dans laquelle vos amis, vos collègues, votre famille a confiance, vis-à-vis de laquelle vous êtes prêt à coopérer et à réciproquer parce que vous partagez des normes et des valeurs. Donc, autrement dit, ce qui donne la valeur et le pouvoir, en fait, c'est ce fameux capital social. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très rare. Le nombre de personnes ou d'organisations dans lesquelles vous pouvez avoir confiance est extrêmement rare. Et donc, c'est ça, les fameuses marques dont on entend parler. Une marque, ce n'est pas une marque. Toutes les entreprises ont une marque. Une marque, c'est quoi? C'est de la confiance, des liens sociaux, des réseaux sociaux, des normes partagées, des valeurs partagées, etc., etc. Alors pour le reste, Toffler avait raison. Hein. On est bien dans une troisième vague, mais qui n'est pas une ère de l'information, c'est l'ère numérique, qui est la véritable troisième vague. Ce que Toffler a décrit, c'est quelque chose qui a brièvement existé au milieu des années 2000, quand on avait déjà Facebook, mais qu'on avait le temps de lire tout ce qu'il y avait sur le mur. À partir du moment où on n'a plus le temps de tout lire, il a fallu faire confiance dans une partie tierce pour qu'elle trie l'information pour nous. Et ça, c'est ça qui a donné le pouvoir à ces plateformes. Donc on est évidemment sur des transitions qui peuvent prendre du temps. Hein. 10 000 ans pour la révolution néolithique, 200 ans pour la révolution industrielle. Là, c'est des choses qui vont très très vite, hein, puisqu'on est très probablement sur une transition de 50 ans, sachant qu'on en a fait à peu près la moitié. Et ça, en tant qu'économiste, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Enfin, pour moi, être contemporain d'un changement de cette magnitude, rendez-vous compte, on est en train de vivre quelque chose qui n'est arrivé que 2 fois précédemment dans l'histoire de l'humanité. C'est à peu près aussi improbable que de vivre une extinction massive. On a les deux en même temps. Trop de la chance. Alors, quand on étudie l'économie, on apprend que le capitalisme, ce n'est pas la propriété privée et l'économie de marché, parce que ça existe depuis très 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 longtemps. Hein. Dans la Rome antique, hein, vous avez de la propriété privée et de l'économie de marché. Ce qui était absolument unique dans le capitalisme, c'était la concentration de la propriété des moyens de production. C'est le fait que certaines personnes possédaient les outils de production. Et du coup, si on rentre dans un monde dans lequel tout le monde a accès de manière directe ou indirecte, le dropshipping, aux outils de production, par définition, on ne peut plus être dans un régime capitaliste. Et ça, c'est ce qui avait conduit un certain nombre d'experts à prédire, dans les années 2000, l'effondrement du capitalisme. Alors pas parce qu'ils étaient marxistes,
mais qui se disait qu'avec la sharing economy, le Web 2, on serait capable de, en fait, de vendre et revendre les uns pour les autres, et que donc, grosso modo, on n'avait plus besoin des entreprises. Alors ça a été une hécatombe, hein. Le nombre d'entreprises qui ont disparu, ça a été aussi une extinction massive. Mais parallèlement, on a vu que certaines entreprises ont survécu et sont devenues de plus en plus fortes. Et surtout, on a un nouveau type d'entreprises, les plateformes, qui sont apparues et qui, elles, sont devenues extrêmement puissantes. Et ça, c'est un signe que cette concentration qui existait au niveau des moyens de production a été remplacée par un autre type de concentration au niveau du capital social. Et donc, en fait, on est en train de rentrer dans un nouveau régime économique qu'on pourrait appeler un régime économique de capitalisme social. Alors, je précise qu'il n'a rien de social, hein, simplement qui indique que la vraie ressource rare, celle qui donne le pouvoir, c'est le capital social, et donc non plus le capital financier. Et ça, c'est un peu un paradoxe que les entreprises ont du mal à comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, ce capital social et le capital financier sont substituts. Si personne ne vous connaît, si personne ne vous aime, si personne ne vous fait confiance, si personne n'a de liens sociaux, de réseaux sociaux à travers vous, personne ne partage vos normes, vos valeurs, et bien en fait, tout va vous coûter extrêmement cher. Le marketing va vous coûter cher, le lobbying va vous coûter cher, le service après-vente va vous coûter cher, le recrutement va vous coûter cher. Alors que si, en fait, tout le monde vous aime, tout le monde vous fait confiance, tout le monde partage vos normes et vos valeurs, en fait, les gens vont être prêts à coopérer, à réciproquer, et en fait, ils vont bosser gratos pour vous. Ils vont faire le marketing et les ventes gratos pour vous. Ils vont faire le service après-vente, ils vont même faire le recrutement, ils vont faire le lobbying, ils vont tout faire gratos. Donc en fait, plus vous avez de capital social et moins ça vous coûte. Le problème, c'est quoi? Et j'en parlerai tout à l'heure, c'est qu'en fait, qu'est-ce que les entreprises visent? Elles visent ça. Et en visant ça, qu'est-ce qui se passe? On tue ça. Personne n'aime les radins. Enfin, en général, hein. Donc plus les entreprises visent ce capital financier et plus elles ont tendance à tuer le capital social. Alors qu'à l'inverse, si vous avez du capital social, si on vous aime, si on partage vos normes, vos valeurs, etc., vous allez obtenir forcément beaucoup plus de résultats financiers. Donc ça, c'est important en termes de rupture, parce que ça veut dire que l'image que je vous ai montrée précédemment, en fait, n'existe pas. À droite, il y a toujours une plateforme. Toujours. Et donc ça veut dire que l'arrivée de ces acteurs, ou de celui-ci, n'est pas un hasard, c'est une nécessité. On a beau ne pas les aimer, en fait, on ne peut pas faire sans eux. D'accord? Et justement, un paradoxe, c'est que vous savez comment est-ce qu'on les appelle, enfin en tout cas dans le monde anglo-saxon, on les appelle des big tech. Sauf qu'en parlant de rupture, aucune de ces entreprises n'a obtenu sa puissance grâce à une technologie. Aucune. Pas une seule de ces entreprises ont réussi à asseoir leur domination par une technologie qui était meilleure que celle des autres. Tous ont utilisé des technologies sur étagère. D'ailleurs, quand ces entreprises veulent faire de la high-tech, elles se plantent. Meta avec le métaverse, Google avec Gemini, Amazon avec Alexa, Apple avec le Vision Pro. Ces entreprises ne sont pas des big tech. Ce qui les sauve, ce qui leur donne leur puissance, ce n'est pas du tout la technologie. C'est quoi? Exactement, c'est le capital social. Donc ce ne sont pas des big tech, ce sont des big capital social. Donc inutile de dire que ce n'est pas en construisant des data centers que ça va changer quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce qu'il est impossible de prédire la disruption? Eh bien, on se rend compte que non, en fait, on peut tout à fait prédire la disruption. C'est même extrêmement simple, en fait, finalement. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, si on est dans une situation dans laquelle une entreprise seule adopte des technologies, donc on gagne une fois 99% des cas d'usage de l'IA à l'heure actuelle, eh bien en fait, il ne peut pas y avoir de rupture. Pour qu'il y ait une rupture, il faut à la fois une utilisation massive et une adoption massive de technologies dans leur version relativement low-tech et l'émergence d'une plateforme. Pas de plateforme, pas de rupture. Dans le monde de l'impression 3D, la technologie s'est foncièrement améliorée, ne coûte pas très cher, hein. Ce qui vous aurait coûté 35 000 € il y a une dizaine d'années, maintenant vous pouvez l'obtenir pour moins de 1 000 €. Mais personne n'a une imprimante 3D parce qu'il n'y a pas de plateforme.
Et donc, vous êtes tout seul dans votre coin, à imprimer des canards en plastique et des têtes de Yoda. Et au bout d'un moment, en fait, vous ne faites plus grand-chose avec. Donc, ça nous dit quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, il est tout à fait possible de prédire la rupture. Alors, à ce stade-là, beaucoup d'entreprises se disent c'est super, c'est génial, on peut prédire la rupture, mais maintenant, on a quand même un problème, c'est que prédire ou pas prédire, on est quand même dans une situation où en fait, on n'arrive pas à résister à la rupture. C'est-à-dire que ces ruptures, en fait, elles ont fini par exister depuis un certain nombre de temps, et on voit quand même que seuls très peu d'entreprises ont été capables de résister à la rupture. Alors pourquoi? Finalement, c'est relativement simple. Le pouvoir des plateformes, c'est qu'elles absorbent ces fameux coûts de transaction. Or, les économistes ont mis du temps à comprendre la raison d'existence des entreprises. Pourquoi est-ce qu'on ne signe pas tous des contrats les uns avec les autres? Et en fait, ce que la théorie économique nous dit, c'est que les entreprises existent parce qu'elles réduisent les coûts de transaction. Donc vous voyez qu'on a effectivement un problème, c'est-à-dire que les plateformes font le travail des entreprises, sachant que les prosommateurs font aussi le travail des entreprises. Et c'est vrai qu'on voit que ce qui se passe, c'est ça. C'est-à-dire que quand les entreprises adoptent une technologie, elles font la même chose, et donc elles vont commencer par licencier ou ne pas embaucher. Enfin, je vois très clairement, dans le cas de l'IA générative, à l'heure actuelle, la question des gros cabinets de conseil, c'est combien de personnes on peut augmenter. Et donc, beaucoup d'entreprises l'entendent sur le fait qu'on peut diminuer un certain nombre de personnes. Sauf que dans cette ère numérique, qu'est-ce qui se passe quand les entreprises licencient? Ils deviennent quoi, en fait, ces employés qui ont perdu leur emploi? Exactement, des concurrents. Voilà. Parce qu'en fait, les plateformes permettent aux individus de faire le même job que précédemment. On a fait une étude avec des collègues sur l'impact de la numérisation sur le métier des journalistes, qui a été le premier disrupté. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas moins de journalistes après la numérisation qu'avant. Il n'y a pas un journaliste qui a perdu son job, qui n'a pas continué à être journaliste. Ils ont créé des blogs, ils ont créé des vlogs, ils ont créé des vidéos, ils ont créé des purs médias en ligne, ils sont tous restés journalistes. Et à l'heure actuelle, les avocats, jeunes avocats qui ne sont pas employés parce que en fait, les cabinets d'avocats n'ont plus besoin de juniors parce qu'il y a ChatGPT, les jeunes consultants qui ne sont plus employés parce qu'en fait, les cabinets de conseil n'ont pas besoin de jeunes consultants parce qu'il y a ChatGPT, en fait, ils restent avocats, ils restent consultants, ils sont tous sur Malte. Et donc, ce faisant, en fait, ils rentrent en concurrence avec leur ancien employeur. Une des conséquences principales de l'IA générative, ce n'est pas pour les entreprises établies, c'est permettre aux indépendants d'avoir tout un tas de fonctions support, de type « je réponds à un appel d'offres », qu'auparavant, il aurait fallu une entreprise pour pouvoir le faire. Donc, du coup, dans ce contexte, la question qui se pose, c'est comment est-ce que les entreprises peuvent garder leur travail ? Voilà. Et essentiellement, comment est-ce que les entreprises peuvent résister à la rupture? Pour résister à la rupture, il faut faire deux choses. Un, il faut changer ce sur quoi les entreprises se focalisent. Et deuxièmement, changer d'outils, de manière de penser. Donc, changer ce sur quoi les entreprises se focalisent. Sur quoi les entreprises se focalisent? Évidemment, les entreprises ont bien en tête qu'il faut innover ou mourir. Si vous n'avez pas des meilleurs produits, des produits moins chers, des produits plus fonctionnels, en fait, vous allez mourir. Et donc, la question de cette innovation, c'est qu'est-ce que l'innovation dans l'ère numérique? Évidemment, la réponse à ça semble évidente, c'est de l'innovation numérique, c'est-à-dire de l'innovation technologique. Donc, il y a une croyance très répandue qui est que innover dans cette nouvelle ère numérique, c'est de l'innovation technologique. Autrement dit, en fait, que la compétitivité vient de la capacité d'innovation technologique. Et c'est pour ça qu'on met la technologie sur un piédestal. Or, ça fait 25 ans qu'on voit que les entreprises qui gagnent ont toujours démarré derrière en termes de technologie. Que ce soit Google, que ce soit Apple, que ce soit Amazon, que ce soit Facebook, que ce soit toutes ces entreprises, en fait, elles étaient toujours derrière technologiquement, derrière des acteurs établis. Et de fait, la seule raison pour laquelle elles ont gagné, ce n'était pas la tech, c'était des meilleurs business models. Et en fait, ça fait plus de 20 ans
qu'on ne peut pas trouver un seul exemple de rupture high-tech. Aucune entreprise qui domine n'a gagné, en dehors de niche, sa domination par de la tech. Autrement dit, on a une importance critique de l'innovation en business model. Et donc, la vraie source de compétitivité de nos jours, ça n'est pas les data centers, mais bel et bien l'innovation en business model. Et c'est relativement logique, parce qu'à ce nouveau système économique correspond un nouveau régime d'innovation. Si on reprend le tableau qu'on a vu précédemment, on peut voir que pour chacune de ces aires, en fait, a correspondu un type d'innovation particulière. Dans l'ère agricole, l'innovation, elle est individuelle, c'est celle des artisans, elle est distribuée, tout le monde travaille de manière isolée, et donc la forme d'innovation qui fonctionne, c'est l'innovation artisanale. Je vous mets au défi de faire de la R&D dans l'ère agricole. La mécanisation, l'industrialisation arrive. Cette innovation qui était individuelle devient collective. Vous avez des départements de R&D qui emploient des dizaines de milliers d'individus qui travaillent ensemble sur l'innovation, mais elle est concentrée au sein des entreprises. Et donc, dans cette ère, la forme la plus efficace d'innovation, c'est l'innovation technologique. Seulement, dans cette nouvelle ère, cette innovation, elle est collective, mais cette fois-ci est distribuée, parce que tout le monde a les moyens d'innover. L'App Store d'Apple, qui fait la vraie valeur de l'iPhone, c'est l'innovation distribuée. Vous avez tout ce qui est open source, vous avez tout ce qui est open source hardware. On est tous en train de faire de l'innovation distribuée. Et donc, dans ce contexte-là, la meilleure forme d'innovation, celle qui a le plus de pouvoir, c'est plus l'innovation technologique, c'est, excusez-moi, je suis parti en arrière du coup, c'est l'innovation en business model. La technologie, dans cette ère numérique, c'est un peu le truc de base. Voilà. Ce qui va véritablement compter, ce qui va vraiment être déterminant, différenciant, ça va être l'innovation de business model. Mais ça change mais complètement la logique de la prise de décision. Et du coup, ça veut dire que si on n'a pas les bons outils, ça ne peut pas marcher. Donc ça veut dire que pour résister à la rupture, ces entreprises doivent également changer la manière dont elles pensent, doivent changer les cadres de référence. Et donc, notamment, abandonner des outils qui ne sont plus adéquats. Alors, je n'ai pas du tout le temps de vous en parler, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà. En fait, que ce soit les 5 forces de Porter qui expliquent que, en fait, pour que l'entreprise soit performante, il fait qu'elle ait la plus grosse marge en mettant la pression à ses fournisseurs, la pression à ses clients, en créant des barrières à l'entrée et pour empêcher l'arrivée de produits substituts ou de concurrents. Vous faites ça, vous êtes mort. C'est typiquement le truc en fait, qui maximise le capital financier, qui tue le capital social. Honnêtement, c'est bad karma, ça ne marchera pas. La spécialisation sectorielle qui vous indique qu'il ne faut surtout pas être stuck in the middle. Une entreprise comme Amazon, en fait, elle est stuck in the middle. Parfois, Amazon fait du grand public, Prime. Sur Prime, vous allez trouver les trucs à la fois les moins chers et les trucs les plus chers. Parfois, ils font de la niche, ça va être AWS, le cloud. Et sur le cloud d'Amazon, vous allez trouver les machines virtuelles les moins chères et également les plus chères. Donc ça, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais clairement, c'est des outils qui ne fonctionnent plus. Un autre outil que les entreprises utilisent tout le temps, c'est les chaînes de valeur. Mais elle est où la chaîne de valeur quand le marketing et les ventes sont faits par des fans ? Elle est où la chaîne de valeur quand le service après-vente est fait par des utilisateurs qui dépannent d'autres utilisateurs en ligne? Elle est où la chaîne de valeur quand en fait le développement technologique, comme sur l'App Store, est fait par des individus? On voit bien qu'en fait, il n'y a plus de chaîne, en fait, c'est un écosystème. Et du coup, ça condamne un autre type d'outil, de type business model Canva, désolé, qui aussi est construit comme une chaîne de valeur. Bon, je pourrais passer littéralement tout le reste, mais en fait, que ce soit le SWOT, les techniques de discrimination par les prix, etc., tout ça, ce sont des outils qui ne fonctionnent pas, fonctionnent plus, parce que ce sont des outils qui ont été pensés à une époque où l'entreprise faisait pour. Mais pas une époque où l'entreprise, finalement, elle fait avec. Ses concurrents sont des fournisseurs, ses clients deviennent des fournisseurs, les consommateurs deviennent des fournisseurs. Et elle travaille pour d'autres entreprises, pour le gouvernement, pour des consommateurs, pour des concurrents. Ça, ce sont des choses que les plateformes font relativement intuitivement, mais qu'on ne peut pas penser avec les outils qui sont encore à l'heure actuelle, malheureusement, enseignés en école de commerce et dans les MBA.
Donc ces outils, en fait, sont d'autant plus difficiles à se débarrasser parce que tous ces outils, en fait, ne sont pas apparus par hasard. Ils ont même fonctionné pendant très longtemps, puisque ces outils sont tous apparus dans l'ère industrielle. Et dans l'ère industrielle, évidemment, ils avaient absolument tout leur sens. Si vous êtes dans une ère industrielle, le SWOT, les 5 forces, etc., c'est exactement ce qu'il faut utiliser. Donc ça veut dire que pour pouvoir résister à la rupture, il faut changer d'outils. Et quels outils on doit avoir dans cette ère numérique? Je pense qu'en général, quand on voit le schéma, c'est assez clair. Dans l'ère industrielle, les entreprises étaient l'organisation clé, celle qui avait le pouvoir. Maintenant, ce sont les plateformes. Ça veut dire que pour qu'une entreprise continue à avoir du pouvoir et de la rentabilité, évidemment, elle doit devenir une plateforme. Mais c'est là où le bas blesse généralement. C'est que pour la plupart des entreprises, devenir une plateforme, c'est essentiellement lancer une plateforme, ce qui veut dire lancer une application. Mais une plateforme, ce n'est pas une application en fait. Si vous faites une application, on va se retrouver au fin fond du classement, parce qu'en fait, on ne peut pas simplement devenir une plateforme. Pour être une plateforme, il faut véritablement une communauté. Si vous êtes tout seul, en fait, vous ne pouvez pas être une plateforme tout seul, par définition. Il faut donc un écosystème, et donc une plateforme, ce n'est pas une application, c'est véritablement du capital social. C'est ça que ces plateformes ont. Encore une fois, vous ne pouvez pas copier un Google, un Amazon, etc., parce qu'elles ont du capital social, et ce capital social, elles l'obtiennent en créant de la valeur. Qu'on les aime ou pas, on a besoin de ces plateformes parce qu'elles sont créatrices de valeur. Et cette création de valeur, ça n'est pas, comme on le pense, de la valeur financière pour les actionnaires. Ça, c'est 13 années 90. En fait, cette création de valeur, elle est essentiellement non financière à destination de parties prenantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce nouveau monde, vous avez tout un tas d'individus qui, comme on l'a dit, sont prêts à travailler gratuitement pour les entreprises. Mais vu qu'ils travaillent gratuitement pour les entreprises, ils ne sont pas rémunérés par ces entreprises. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont contribuer? C'est un coût, la contribution. Et bien, en fait, cette contribution, elle a un coût, et donc, elles vont contribuer, ces personnes, parce que l'entreprise a un impact sur elles. Ça peut être un impact économique, ça peut être un impact social, ça peut être un impact environnemental, un impact sociétal. Mais ce qui est assez clair, c'est que si vous voulez que les gens travaillent gratuitement, ils ne vont pas travailler gratuitement, ces prosommateurs, alors que vous ne les payez pas. Donc, par conséquent, il faut avoir un impact. Et donc, ces parties prenantes constituent un écosystème. Et cette question de création de valeur, c'est essentiellement de l'innovation en business model. Et donc, dans cette nouvelle ère, encore une fois, la création de valeur, les entreprises ne la font pas seules, elles ne la font pas pour, elles la font vraiment avec. Et du coup, on parle vraiment d'un monde où l'entreprise, de manière isolée, crée de la valeur pour, un monde écosystémique dans lequel l'entreprise doit travailler en collaboration avec un écosystème. Donc du coup, résister à la rupture, c'est changer d'outil. Et donc dans cette ère numérique, on voit bien qu'il nous faudra 3 types d'outils. Un outil qui nous permette de comprendre l'innovation business model, un outil qui nous permettra de cartographier ces écosystèmes, et un outil qui va nous permettre d'évaluer l'impact, puisqu'encore une fois, je le répète, les gens, alors ces prosommateurs existent aussi en B2B, j'ai oublié de le dire. Au sein d'une entreprise, vous avez des gens qui consomment des CRM, qui consomment des ordinateurs, qui consomment tout un tas de choses et qui vont se mobiliser gratuitement pour ChatGPT, par exemple. En fait, l'entreprise va imposer Copilot ou autre chose, et puis en fait, tous les individus, eux, ils sont en train d'imposer, en discutant avec leurs collègues, ils sont en train d'utiliser ChatGPT qui marche quand même vachement mieux. Voilà. Donc, du coup, pour être pertinent dans cette nouvelle ère, il y a des outils qui sont à abandonner. Et je n'ai pas du tout le temps de vous en parler, mais en fait, le gros travail qu'on a fait au sein de cette chaire, c'était de développer des outils alternatifs, alors qui sont présentés demain et après-demain en atelier, si ça vous intéresse, il nous reste quelques places. Et notamment qu'on a eu le plaisir en fait d'expérimenter avec un nombre assez conséquent d'entreprises dans différents secteurs. Voilà, donc je vous ai mis un petit QR code pour si vous voulez en savoir un peu plus sur ces outils. Mais comme je le disais, si ça vous intéresse, il y a des ateliers sur ce sujet demain et après-demain. Voilà, donc si on veut conclure,
on était parti avec cette question qu'il était impossible de prédire la rupture. Et qu'est-ce que ces travaux montrent? En fait, qu'il est tout à fait possible de prédire la rupture. Encore une fois, pour qu'il y ait rupture, il faut impérativement qu'il y ait à la fois une prosumérisation, une adoption large de la technologie et une plateforme qui est émergée. Donc la prochaine fois qu'on vous annonce une rupture, et je peux vous assurer, là c'est la mode de l'IA, ça finira par partir, hein, mais on finira à nouveau par vous vendre une nouvelle rupture technologique. Est-ce que ça sera le quantique? Est-ce que ça sera le retour de la vengeance du métaverse? Quelque chose comme ça. Voilà, mais du coup, vous savez le test. Si on en est là, pas de rupture, par définition. Et ça, c'est quelque chose qui est foncièrement important, parce que les entreprises, elles, c'est pas du tout ce qu'elles voient en fait. Les entreprises, au cours du temps, elles essayent d'augmenter la performance de leurs produits. Et ça, leur grosse crainte, c'est que le produit devenu trop fonctionnel, la voiture ayant trop de fonctionnalités, et bien en fait, ça laisse de la place au bas du marché pour un nouvel entrant qui finirait par prendre des parts de marché qui seraient low cost. Et donc, ce que font les entreprises, c'est qu'elles utilisent toujours plus de technologie. Soit pour rajouter des fonctionnalités là où on n'en a pas besoin, et qui ne sont pas plus inclusives par ailleurs d'ailleurs, soit pour baisser des coûts et justement au détriment d'employés qui, eux, deviendront des concurrents. Alors que ce qu'on voit depuis 20-25 ans, c'est que la rupture, elle ne s'est jamais faite là, en fait. Elle ne s'est jamais faite dans ce marché où on a des consommateurs qui sont surservis, en fait. La rupture, elle s'est toujours faite ici, c'est-à-dire quand on a eu des non-consommateurs ou des consommateurs dans des occasions de non-consommation. Facebook, Airbnb, Wikipédia, vous prenez toutes ces réussites, en fait, ça a toujours été ça. Ça n'a pas été réinventer la roue, ça n'a pas été de faire une énième offre dans un marché existant, ça a été véritablement de faire venir des non-consommateurs ou des consommateurs dans des occasions de non-consommation. Et ça, ce qu'on sait de ça, c'est que dans ce cadre-là, la technologie, elle n'a pas besoin d'être aussi bonne. On n'a pas besoin d'une technologie de pointe pour faire Airbnb, Facebook, l'App Store, etc., etc. Et donc, là où les entreprises se focalisent, ça n'est qu'une évolution sur des marchés déjà établis, alors qu'en fait, la révolution, elle se joue sur des nouveaux marchés. Et c'est ça qui véritablement crée la rupture. Donc, on sait prédire la rupture à 100%, donc déjà on a appris quelque chose, c'est super. Mais la question se pose, est-ce qu'on peut résister à la rupture? Et bien là, encore une fois, ce qu'on a vu dans cette présentation, c'est oui, c'est tout à fait possible de résister à la rupture. Comment? Ça, c'est une rupture. Voilà. Ça, c'est un arbre qui a résisté à la rupture. Donc, comment est-ce qu'on survit à la rupture? Eh bien, véritablement, en se transformant. Mais pour pouvoir se transformer, on ne peut pas utiliser les outils qui sont utilisés par les entreprises, il faut en découvrir d'autres. Donc, est-ce que c'est impossible de prédire et de résister à la rupture? Non, en fait. On peut tout à fait prédire et résister à la rupture en se transformant au moyen des bons outils et du bon état d'esprit. Donc, comment les entreprises peuvent garder leur travail? En fait, elles ne peuvent pas. Il faut être très clair. Aucune de ces entreprises ne peut garder son travail. En revanche, elles peuvent changer de travail. Voilà, et c'est ça la véritable question. C'est que les entreprises, elles ont vocation à changer de travail. Si vous êtes un Kodak qui pense que la photo devient numérique, il faut faire du numérique, en essayant de garder votre travail, vous perdez votre travail. Donc la vraie question, c'est de vous dire, en tant qu'entreprise, dans ce nouveau monde de rupture, à quoi est-ce que je sers? Et encore une fois, désolé, ça fait presque du Molière, c'est très répétitif, mais en fait, pour ça, il faut absolument changer de manière de voir. Pardon. Donc, qu'est-ce qui est certain finalement? C'est qu'en fait, on voit qu'on a deux tendances de numérisation, prosumérisation et plateformisation, avec deux nouveaux types d'acteurs. Les prosommateurs qui sont des doers, c'est-à-dire qui font le travail, et les plateformes qui sont des contrôleurs. Et du coup, si vous êtes une entreprise traditionnelle, vous avez des gros problèmes parce que vous êtes dans une situation où vous avez des prosommateurs d'une part qui font votre travail et des plateformes d'autre part qui font votre travail. Et donc du coup, en fait, cette nouvelle ère qui se dessine est l'ère numérique, dans laquelle la nouvelle ressource clé, c'est le capital social. Et les entreprises ne sont plus
les organisations clés, ce sont les plateformes. Donc on rentre dans un nouveau régime économique qui n'est plus du capitalisme traditionnel, mais du capitalisme social, qui, je le répète, n'a rien de social. Et donc, il faut changer sur quoi on se focalise. La compétitivité ne vient pas de la technologie. La technologie, c'est un ingrédient, mais ce n'est pas ça qui assure la domination. C'est l'innovation business model. Mais pour ça, il faut changer d'outil. Et très souvent, ça demande de changer de raison d'être. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation où l'entreprise faisait pour, créer de la valeur pour, où elle doit créer de la valeur avec. Et ça change pas mal de choses. Voilà. Pour en savoir plus, j'ai mis un QR code avec un article qu'on a écrit sur le sujet. Si vous le regardez, on trouvera moyen de diffuser les slides, je pense que ça sera sur le site web. Et du coup, je pense que j'ai assez parlé, donc si vous avez des questions, on peut prendre quelques questions. Bonjour, merci beaucoup. Très belle présentation. Et puis en plus, ça va tout à fait dans ce que j'accompagne les entreprises. Je viens du design et je les accompagne sur un nouveau business model. Donc bravo, ça m'a beaucoup ouvert. Moi, j'ai juste une question par rapport au modèle étape 1, étape 2, du fait que ça appartient aux entreprises et qu'après ça appartient, du moins, avec les utilisateurs, les prosommateurs, pardon. J'ai une question, ça marche si on est sur des ressources infinies. Mais quand on arrive sur des ressources finies où on doit se batailler sur avoir le métal, avoir les ressources qui sont le cuivre ou autre, comment fait-on ? Alors, merci, c'est une super bonne question. Je vous remercie vraiment beaucoup de l'avoir posée. Eh bien, au contraire, ça repose véritablement sur des ressources finies. Parce que quand l'entreprise fait pour, elle fait que des trucs qui servent à rien. Donc, en fait, les stocks sont pleins de casques Apple Vision Pro, de réseaux ultra rapides dont on n'a pas véritablement besoin, de